Merci. La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, depuis toujours, nous savons que les démocraties sont mortelles. Les démocraties représentent pourtant la forme la plus achevée de l'esprit humain. Elles ont compris que, pour maîtriser l'éternité, elles devaient allier un système étatique reposant sur la séparation des pouvoirs, sur un consensus social, si bien défini par les termes d'égalité, liberté, fraternité et laïcité. Mais aucune démocratie n'a pu survivre, c'est-à-dire vivre en paix sans assurer sa propre défense. Qui ne se rappelle ce fameux adage « si vis pacem, pare bellum ». La France le sait mieux que quiconque. Ses plus grands chefs, de Vercingétorix à Charles de Gaulle, sont des chefs de guerre. Depuis 1945, la France a pourtant le sentiment de vivre en paix, de vivre tranquillement. Le parapluie américain était là, la bombe atomique également, sur le plan européen, l'OTAN, tout cela pour nous rassurer. La France dispose de ses sous-marins atomiques, de ses avions Rafale qu'elle est persuadée être les meilleurs, de chars de guerre également. Elle a pourtant perdu, rappelons-le, la guerre d'Indochine, car elle s'y est enlisée de 1945 à 1954. En mai 1954, elle connaît l'une des plus graves défaites de son histoire, à Dien Bien Phu, sans que l'on en tire des conséquences véritables sur le plan militaire, alors même qu'elle y avait engagé ses meilleures troupes, tous ceux qui étaient des volontaires. Depuis la Toussaint 1954 jusqu'aux accords de 1962, la France se bat en Algérie. Un résultat d'autant plus effroyable que son armée est persuadée d'avoir gagné une guerre ingagnable. La France s'est alors engagée sur de nombreux fronts, en Irak, en Syrie, en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays de l'Afrique noire. Elle a obtenu des succès éphémères, mais comme disent les gaullistes, elle a rempli son rang. Elle a rempli son rang. Ces engagements sont d'autant plus significatifs qu'elle est membre du Conseil de sécurité, qu'elle possède la bombe atomique, qu'elle peut attaquer dans n'importe quel endroit du monde avec l'appui de la 15e division parachutiste, qu'elle dispose de légionnaires et de membres des RIMA, sans doute les meilleurs soldats du monde. Mais depuis quelques années, les choses ont changé. La France doit se battre avec un ennemi d'autant plus dangereux qu'il est invisible. Ce n'est pas Saddam Hussein, ce n'est pas Anwar Kadhafi, ce n'est pas Bachar el-Assad. Cet ennemi invisible, c'est l'international du terrorisme, qui n'a pas lu Clausewitz, mais qui connaît le maniement du couteau, et sait mieux que quiconque égorger hommes, femmes et enfants, et d'abord les journalistes. Qui sont-ils ces égorgeurs qui revendiquent la terreur? Pourquoi les appelle-t-on des terroristes? En son temps, j'avais demandé qu'il y ait, dans le cadre de l'Institut des droits de l'homme que je préside, toute une réflexion sur le terrorisme. Ces terrorismes n'ont rien à voir avec l'histoire de France. Et pourtant, nous avons connu la terreur entre 1792 et 1794, sous la Convention thermidorienne. À l'époque, c'est Maximilien Robespierre qui dirige, qui siège. Il a théorisé, c'est vrai, la terreur, pour sauver la vertu. Et pourquoi le fait-il? Car il y a l'ennemi de l'intérieur. C'est l'ennemi de l'intérieur, c'est le fédéraliste, c'est le Chouan, c'est le Vendéen. Et il y a l'ennemi de l'extérieur, pour l'essentiel, les troupes du duc de Brunswick, comme le rappelle Lamartine dans son histoire des Girondins. À l'époque, la terreur, c'est un mode de gouvernement.
notamment avec l'appui du Comité de salut public et du Club des Jacobins. Avec Robespierre, qui là va écrire les plus belles pages que l'on ait jamais faites sur la peine de mort, nous devons rappeler, avec Robespierre, qu'il ne peut pas y avoir de terreur sans vertu et de terreur sans vertu républicaine. Robespierre, l'apologiste de la terreur en temps de guerre, n'était pas un terroriste, c'était un jacobin, amoureux de la nation, épris de l'être suprême. Les terroristes, nous allons les rencontrer à une autre période de notre histoire. Nous allons les rencontrer au XIXe siècle, au XXe siècle, avec les anarchistes, avec les nihilistes. Pour mieux combattre les terroristes, il faut savoir qui ils sont, où ils tirent leurs références, comment ils peuvent réfléchir sur les actions qu'ils vont mener. Alors les terroristes, ce sont d'abord, Monsieur le ministre, des assassins. D'abord des assassins. Le ministre des Affaires étrangères a parlé d'égorgeurs, des assassins. Ils vont assassiner un président de la République, Sadi Carnot, le 25 juin 1894. Ils vont assassiner un président du Conseil, Premier ministre, Louis Barthou, le 9 octobre 1934. Les terroristes, ce sont également des assassins qui, à Sarajevo en 1914, vont assassiner l'impératrice et celui qui devait hériter de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et ils ont ainsi emmené la Première Guerre mondiale. Les terroristes ont donc été capables, à eux-mêmes, de déclencher la Première Guerre mondiale. Ils représentent donc un danger extrême pour les démocraties, pour notre démocratie. En 2014, les terroristes se sont regroupés. Et alors même qu'à un moment donné, il y avait une espèce de nébuleuse autour de Ben Laden, désormais, ils se rassemblent en prenant autour d'eux tous les extrémistes des islamistes, tous ceux qui vomissent l'islam modéré. Un terroriste actuellement, c'est quelqu'un qui est l'islam. Un terroriste actuellement, c'est quelqu'un qui va assassiner, sans aucun doute, tous ceux qui défendent l'islam modéré. Ils représentent donc un danger extrême. Danger extrême car d'abord, ils ont accumulé des armes et des richesses. Et sans armes et sans richesses, on ne peut nourrir l'international du terrorisme. Ils monnaient tout. Et ils monnaient d'abord avec les monarchies du Golfe. Il serait vraisemblablement intéressant de voir les liens qui peuvent exister avec certains groupes terroristes et les monarchies du Golfe que les Américains appuient et que, bien évidemment, la France appuie. Ils représentent un danger extrême également, car, avec les nouveaux moyens de communication, ils ont acquis une redoutable efficacité. Certains d'entre eux sont passés dans les plus grandes écoles aux États-Unis. Et on voit à ce moment-là comment ils ont la possibilité de se réunir avec ces nouveaux moyens particulièrement redoutables. Ils représentent un danger extrême car ils sont en passe de s'installer sur un territoire qui n'a jamais trouvé d'équilibre. C'est sans doute la faute à la SDN, aux Nations Unies, qui a refusé de faire le Kurdistan. Pourquoi les pays du monde ont-ils toujours condamné ces pauvres Kurdes qui avaient le droit de trouver une patrie, qui avaient le droit de trouver un territoire entre la Turquie, la Jordanie, la Syrie et l'Irak et l'Iran, bien évidemment. Nous ne paierons jamais suffisamment ce que nous avons fait subir au Kurdistan. Jamais le danger n'a en réalité été aussi grand. Et il va de soi que les terroristes vont attaquer, tôt ou tard, tous ceux qu'ils haïssent, et d'abord les Français. Ils séduisent une part non négligeable de nos jeunes. Vous avez indiqué le chiffre, entre 900 et 1000, qui vont se former chez eux aux techniques de la guerre terroriste, qui vont vouloir sauter en l'air et devenir des bombes humaines. Nous le savons d'après les renseignements qui nous ont été donnés et qui nous ont été révélés, en particulier par vous, le danger énorme qu'il y a là. On apprendra sans doute dans les mois qui viennent, Monsieur le Ministre, et peut-être par vous, les succès des hommes de l'ombre, les succès des services, qui ont empêché que des attentats semblables à ceux de Bruxelles et de Montauban se renouvellent en France. Mais je crains pour demain, Monsieur le Ministre. Alors, comment doit-on répondre
en gardant les principes de la vie démocratique à ses attaques. La France, Monsieur le ministre, doit d'abord se réunir autour de son président. Elle doit se réunir autour de son gouvernement. Elle doit se réunir autour de ses députés. Et la seule réponse qui peut être apportée au terrorisme, c'est l'union de tous les Français. C'est donc une réponse d'une Assemblée nationale unie que nous devons vous apporter. Jusqu'où devrons-nous suspendre les libertés démocratiques? C'est une question très importante. Je n'ai pas dit supprimer, j'ai dit suspendre. Car à tout moment de notre histoire, nous avons suspendu, à un moment donné, les libertés démocratiques. Les libertés démocratiques, elles ne peuvent pas avoir le même contenu en temps de paix et en temps de guerre. Or, la guerre nous a été déclarée. Nos grands textes sur l'état de nécessité, je relisais l'œuvre du professeur Morange sur l'état de nécessité en démocratie ou sur l'état d'exception autour de l'article 16 de la Constitution, permettent à l'évidence de considérer que pendant un certain temps, lorsque la guerre nous est ainsi déclarée, les libertés démocratiques doivent non pas être mises à l'écart, mais appréciées en fonction du risque que nous subissons. Mais ceci à deux conditions. Premièrement, que les lois d'exception, par définition d'exception, soient limitées dans le temps. Deuxième condition, que les lois d'exception soient soumises au contrôle parlementaire. Et ce contrôle parlementaire, Monsieur le ministre, doit être réel. C'est ce qui s'est passé avec nos grands anciens pendant la guerre de 14-18. Je ne parle pas des comités secrets, vous savez que Clémenceau n'en a jamais voulu. Je parle du contrôle qui doit être exercé par la représentation nationale. Et c'est pourquoi j'ai proposé qu'une commission de contrôle, dirigée par les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, puisse exercer un contrôle véritable par l'audition régulière des principaux ministres de leur administration en ce qui concerne la durée de cette guerre qui nous a été déclarée. Certains s'émeuvent de ce qu'on puisse retirer leurs documents d'identité aux terroristes ou à ceux qui sont soupçonnés de l'être. Mais, Monsieur le ministre, l'angélisme n'est pas une réponse efficace aux égorgeurs. Le juge administratif est là. C'est la garantie. Le juge administratif, avec le référé liberté, est là pour bien connaître la manière dont il juge en fonction des libertés et des libertés fondamentales, plus, à mon avis, que le JLD. Et à partir de ce moment-là, il faut se mettre sous sa protection. De même, le juge devra-t-il vérifier si le délit d'entreprise individuelle du terrorisme est constitué. Faisons très attention, Monsieur le ministre. Je comprends parfaitement la création de cette nouvelle incrimination, mais elle permet tous les débordements. Il vous appartient donc, à vous, que je sais être un homme de liberté, de faire en sorte qu'il y ait un véritable contrôle chaque fois qu'une telle incrimination est susceptible d'être prononcée. Quant aux supports, tels les sites Internet, ils constituent une nouvelle arme dont la dangerosité est extrême, parce qu'elle permet le prosélytisme, parce qu'elle permet le recrutement des futurs terroristes. Monsieur le ministre, vous êtes un ami. Vous avez ma confiance. Mais je dois vous dire, je regrette que cette loi n'ait pas une ampleur plus forte. De même que je regrette que cette loi n'ait pas été adoptée dans les mêmes termes par l'ensemble des gouvernements de l'Europe, des 28 pays. Est-ce qu'il n'y aurait pas une force terrible si, ce soir, dans les 28 pays d'Europe, les 28 parlements soient saisis et devant le ministre de l'Intérieur ou devant le Premier ministre, la même loi soit ainsi votée? Quelle serait plus belle réponse qu'aux terroristes qui nous assaillent? Voilà cette belle réponse contre le terrorisme que j'espère, Monsieur le ministre, vous nous apporterez dans les jours qui viennent. Je terminerai en soulignant qu'il n'existe pas de démocratie sans contrôle, que je souhaite donc, Monsieur le ministre, que vous soyez amené à tenir informé de manière régulière et l'Assemblée nationale
et la commission des lois. On vient de nous déclarer la guerre, Monsieur le ministre. La France unie autour de son président et de son gouvernement autour de son Assemblée saura y répondre.